intitulé « Femmes, une révolution permanente », sur lequel nous nous sommes appuyés pour bâtir cet échange, Pierre Rimbert, journaliste au Monde Diplo, stipule dans son article « La force du nombre que depuis un demi-siècle, le nombre d'emplois masculins n'a guère varié. 13,3 millions en 1968 et 14,3 millions en 2023. Alors que dans le même temps, celui des femmes a quasiment doublé, passant de 7,1 millions en 1968 à 13,8 millions en 2023. Comment expliquer que, malgré l'augmentation de la force de travail féminine, les femmes sont encore les plus touchées par la précarité, les inégalités salariales et une pénibilité qui a du mal à être reconnue? Bonsoir à tous, merci de l'invitation, de la question, du lancement, avec une belle capsule sonore qui donne matière à prolongement, etc. Oui, vous évoquiez cet article de Pierre Rimbert qui est dans le manière de voir que j'ai dirigé, que c'est un article intéressant, important même, je dirais, parce que il visait en fait à décrire un grand bouleversement, un grand changement profond du salariat en France. Et en fait, c'est à la fois un article descriptif et puis aussi un peu programmatique, en fait, un peu politique, puisqu'en gros, ça dessine une perspective politique aussi par rapport à cette grande transformation, parce que en gros, l'idée qui sous-tend ça, c'est qu'il y a eu, en quelque sorte, dans l'histoire de la gauche, qui a toujours pris, en gros, l'idée d'une base sociale qui serait une base populaire, et qui s'est longtemps appuyée, en fait, sur le salariat masculin, ouvrier, des grands ensembles industriels. Aujourd'hui, il y aurait en quelque sorte une autre situation politique et économique qui fait que cette irruption des femmes sur, je dirais pas dans le travail, mais sur le marché du travail, dans le salariat, puisqu'elles travaillaient avant dans d'autres cadres, le travail domestique, ça poursuit, ou même, comme c'était aussi un petit peu évoqué dans la capsule, la question de l'agriculture sans statut. Mais bon, elles sont rentrées dans le salariat, mais évidemment, elles sont rentrées pas exactement au même endroit et avec les mêmes conditions. Et surtout, le grand mouvement de syndicalisation qu'il y avait eu dans l'industrie, on ne l'a pas retrouvé dans tous les emplois qu'elles ont occupés, notamment dans le développement de tous les emplois de services, donc le grand pôle féminin qui est le pôle des employés, et qui n'a pas connu cette même politisation. Voilà. Et donc c'était aussi un article qui appelait à en fait, en quelque sorte, en sous-texte, à la gauche, de s'appuyer en fait sur ce potentiel populaire des femmes, des classes populaires qui est un peu délaissé en fait par une partie de la gauche. Donc c'était un petit peu ça l'idée. Et pour prolonger sur en gros, qu'elles ne sont pas rentrées exactement au même endroit, il y a un chiffre qui permet un petit peu de le décrire, c'est qu'aujourd'hui, en France, on a des écarts de salaire à poste égal et à toutes choses égales par ailleurs de 4% entre les hommes et les femmes, ce qui est une différence qui reste significative, mais qui a tendu à se réduire dans le temps. Et par contre, on a quand même un écart de salaire moyen qui est de 23,5%. Donc c'est quand même un chiffre spectaculaire, et ça s'explique, en gros, il y a 3 grandes composantes à ces différences de salaire. Il y a un premier tiers qui vient, comme c'est évoqué dans la capsule, c'est la question des emplois en temps partiel. Il y a les femmes sont en fait il y a 17,7% des femmes salariées qui occupent des salariés en général qui occupent un emploi à temps partiel, mais c'est un quart des femmes, c'est vrai pour un quart des femmes, donc ça explique un premier tiers de cet écart. L'autre tiers, c'est qu'en fait elles sont dans des secteurs qu'on appelle maintenant, qu'on désigne les secteurs du lien et
et du soin qui sont des secteurs où les qualifications sont mal reconnues, donc avec des salaires plus bas. Et puis après, il y a tout le dernier tiers, c'est les difficultés dans l'avancement des carrières, les interruptions de carrière, etc. Et donc on a cet écart qui persiste et qui a du mal, lui, à être réduit. C'est-à-dire que si un certain nombre de politiques mises en œuvre dans les entreprises tentent à essayer de réduire les inégalités de salaire à travail égal, cet écart, il reste persistant. Donc voilà. Je vais passer la parole à mes camarades. Oui, bonsoir. Merci pour l'invitation et bonjour à tous et à toutes. Je vais peut-être rebondir par rapport à ce qui vient d'être dit. Déjà sur la notion de travail tout court, ça a été évoqué, mais c'est vrai qu'on entend parfois le terme de ce qu'on peut apprendre aux enfants. Avant, les femmes, elles ne travaillaient pas. Alors c'est important de dire, avant, les femmes travaillaient gratuitement. C'est pas exactement la même formule. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Voilà, on connaît souvent l'inégale répartition de la prise en charge des tâches domestiques ou parentales dans les couples hétérosexuels et avec enfants encore plus. Et plus il y a d'enfants, plus les inégalités d'ailleurs se creusent. Mais donc c'est toujours le cas aujourd'hui. Il y a effectivement un travail qui est effectué gratuitement et qui a des conséquences sur le travail qui pourrait être payé, puisque les temps non complets, les temps partiels, sont aussi souvent des temps que les femmes prennent pour s'occuper soit d'enfants, soit de personnes de la famille, ou qui ne sont pas des temps reconnus ni rémunérés. Donc ça, c'est quand même important quand on utilise le terme de travail, de bien se rappeler que c'est pas que les femmes ne travaillaient pas, c'est qu'elles travaillaient gratuitement, et c'est encore le cas aujourd'hui. Et d'ailleurs, quand on a les moyens, on peut payer quelqu'un pour faire le ménage, faire la lessive, faire le passage, s'occuper des enfants, faire les courses. Donc ça montre bien aussi que c'est un travail. Et après, et d'ailleurs quand on le délègue, souvent on va le déléguer à des femmes qui vont être d'origine réelle ou supposée étrangère. Donc on voit déjà comment on saute un peu sur les questions d'après, mais ce soir on va parler beaucoup de femmes, mais il faut avoir en tête que c'est pas qu'une question de femmes-hommes et qu'on a la notion de classe sociale qui va être présente, d'origine réelle ou supposée, d'orientation sexuelle, etc., etc. Et après je voulais rebondir peut-être sur le deuxième tiers de la pomme, sur cette notion de ségrégation professionnelle. Ça, c'est quand même une des explications des inégalités de salaire aujourd'hui, qui est un peu invisible, parce que ça nous semble quelque part naturel, mais en fait, déjà en France, on a très peu de métiers qui sont mixtes. Alors quand on dit mixte en sociologie, ça veut dire qu'il y a au moins 30-40% d'un des deux. C'est-à-dire que s'il y a 1%, on ne dira pas que c'est mixte. Il faut qu'il y ait au moins 30-40%. Donc nos métiers en France et en Europe sont très peu mixtes. Et ensuite, quand vous regardez un petit peu dans le détail, pour avoir quelques chiffres, par exemple dans les métiers d'aide à domicile, on en parlait, 98% de femmes. Métier du bâtiment, 98% d'hommes. Donc là, c'est vraiment, c'est pas mixte, mais vraiment très 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 peu mixte. Et c'est intéressant de se demander comment ça s'est fait. Enfin, il y a l'aspect historique, mais aussi quelle valeur ça a dans notre société. On va voir en fait que le sexisme, bien sûr, c'est une question de femmes, hommes construits socialement, mais c'est aussi une question de la valeur de ce qui serait féminin et ce qui serait masculin. Pourquoi aujourd'hui les métiers d'aide à domicile, on a dit, parfois on a la notion de soins ou de care ou s'occuper des enfants, pourquoi tous ces métiers-là, ils sont peu reconnus et peu payés? Parce qu'on considère qu'ils sont féminins. Ou pourquoi on considère qu'ils sont féminins? Parce qu'ils sont peu payés. En fait, c'est quelque chose, on peut le dire dans un sens ou dans l'autre. On observe que les métiers à majorité féminine, toutes choses égales par ailleurs, à diplôme équivalent, etc., sont moins bien payés que des métiers à dominante masculine. On a dans le code du travail la notion de travail de valeur égale, c'est-à-dire qu'il y a une chose qu'on connaît bien souvent, si on fait le même métier, exactement le même métier, le même nombre d'heures, il faut qu'on soit payé pareil. Là, il y a des inégalités, c'est le 4% qu'on a eu en premier. Mais ensuite, peut y avoir, moi j'interviens par exemple dans la filière auprès des professionnels de la fonction publique territoriale. Si on essaye de comparer des travaux, des emplois à peu près égaux, la filière incendie-secours, la filière médico-sociale, la première est beaucoup plus rémunératrice
que la seconde. Et donc dans la première, on trouve beaucoup plus d'hommes, dans la deuxième, beaucoup plus de femmes. Et donc, moi, ce sur quoi je voulais insister, c'est de dire que c'est bien une question de la valeur de ce qui serait des qualités féminines, des qualités masculines. Et vous l'avez dit, c'est très peu reconnu. Les métiers dits du soin, de travail envers les enfants, etc. Il y a aussi l'idée derrière que c'est pas vraiment des compétences, en fait, c'est un peu naturel. De toute façon, toutes les femmes, elles savent s'occuper des enfants, donc elles n'ont pas besoin de passer de diplôme, voire même à quoi bon les payer, les former pour ça. Il y a quand même cette idée-là derrière. Et on est dans une société où l'argent est très important, donc quand on regarde combien on est payé, ça nous dit bien la valeur qu'on met à ces métiers. Et peut-être dernière chose sur cette question-là, je laisserai la parole à mes collègues. On peut se demander comment on en arrive là. Moi, j'interviens beaucoup en tant que formatrice auprès des professionnels de la petite enfance. Donc, j'interviens dans des lieux d'accueil de la petite enfance sur cette question, entre autres. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que cette différenciation de la valeur entre le masculin et le féminin, et cette hiérarchisation, que le masculin c'est mieux, puisque c'est mieux payé les métiers masculins, ça commence dès la petite enfance, par des données, par exemple, quantitatives. Moi, je fais ce travail avec les professionnels. On prend les livres. Si vous avez des livres de petite enfance chez vous ou dans la médiathèque, je l'ai déjà fait avec vos collègues, on prend les livres, on compte. Et on compte combien il y a de personnages masculins, féminins. La littérature, comme notre société est très binaire, masculin, féminin, et on compte. Et en fait, que ce soit pour les héros, les héroïnes, les animaux, parce que si vous regardez bien, les animaux en fait sont aussi très souvent masculins, féminins, on a beaucoup plus, en nombre déjà, de personnages masculins que féminins. Donc on nous présente un monde où il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, ou de masculins que de féminins. Et après, ça va se jouer aussi dans la manière dont on va socialiser les enfants. Alors vous avez le classique, la petite poupée, le petit camion, mais en fait c'est exactement ce que je viens de vous dire avant. Aide à domicile, incendie, secours, en fait, c'est déjà là. La manière d'habiller, les couleurs, des choses souvent qu'on connaît bien. Mais on va, en fait, transmettre aux enfants cette différence du masculin et du féminin et cette hiérarchie. Je prends, pour exemple, aujourd'hui des dynamiques féministes que je partage, qu'on va avoir auprès des enfants, des plus jeunes, et on va dire aux petites filles, en particulier aux petites filles, c'est bien, toi aussi bats-toi, toi affirme-toi, fais du foot, fais de la boxe, te laisse pas faire, te laisse pas couper la parole. C'est-à-dire qu'on vient dire, en fait, dans ce rapport de domination, ne te laisse pas faire. Il y a l'égalité, j'interviens moi aussi sur égalité filles-garçons. Donc on encourage les filles finalement à aller chercher les valeurs étiquetées masculines dans notre société, et l'inverse est presque complètement absent. C'est-à-dire qu'on n'encourage pas les petits garçons, les enfants identifiés assignés garçons, à développer l'expression de leurs émotions, travailler la douceur, travailler le soin, travailler le soin de la manière dont on s'habille, jouer avec ses habits, jouer avec ses cheveux, je pense sur les choses stéréotypées. Donc c'est la même chose, et après ça se retrouve à l'âge adulte. Aujourd'hui on dit, oui, vous aussi les femmes, devenez ingénieurs, roulez vite, gagnez plein de sous, vous aussi, soyez les chefs. On a cet encouragement, faites de la boxe, etc. Et c'est, pourquoi pas. Mais on n'encourage pas les hommes à aller dans les métiers de la petite enfance, métiers du soin, et à exprimer leurs émotions. Et on y reviendra, mais on pourra faire un lien du coup aussi avec les violences sexistes et sexuelles. J'essaie de faire un lien, peut-être, pour mes camarades. Bonsoir à toutes et tous, merci pour l'invitation et ravie d'être ici. Alors c'est vrai que ma collègue et moi aujourd'hui on va avoir une approche beaucoup plus de terrain. On va essayer de vous parler un petit peu de ce qu'on fait au quotidien et faire du lien avec les propos qui seront énoncés ici. Alors pour faire du lien, alors merci pour la petite liaison. Ce que je peux dire aujourd'hui, et tu me complètes si besoin, mais le planning familial aujourd'hui est habilité à intervenir dans les structures scolaires auprès d'enfants d'âges différents. Et justement, les normes de genre, c'est quelque chose qui est demandeur à être travaillé par les équipes pédagogiques et éducatives. On l'aborde différemment en fonction des âges, bien sûr, mais en tout cas, on remarque au travers des paroles d'enfants que c'est quelque chose de très prégnant et dès la maternelle, d'où l'importance
d'intervenir au plus tôt sur ces questions notamment, puisque finalement on a des enfants qui dès le plus jeune âge ont intégré les codes en fait de la société dite patriarcale et les reproduisent en fait sans forcément en avoir pleinement conscience. Et l'idée de notre travail et d'autres associations qui ont un petit peu les mêmes objectifs, c'est de venir déconstruire, alors au travers de la parole, beaucoup de l'enfant, au travers d'outils concrets et réalistes et non imposés, voilà, de libérer la parole sur ces questions et de fournir en fait aux enfants des outils d'émancipation. Parce qu'aujourd'hui finalement ce que tu disais c'est très intéressant, c'est que finalement on pousse les femmes, les filles du coup, à s'approprier les normes pour moi de la société patriarcale, donc être plus, toujours plus, crier, se faire une place, bousculer, et l'inverse ne se produit pas. Donc voilà en tout cas pour la petite parenthèse d'action, de terrain, puisqu'effectivement, et comme vous le disiez bien, ces normes-là, elles se reproduisent ensuite, incessamment en grandissant, et puis s'appliquent dans le travail, dans les universités, dans les lieux d'échange, dans les lieux de partage. Et ces normes aussi, ces normes de domination, parfois elles sont intégrées en nous, sans forcément pouvoir les déconstruire. Donc c'est une première aujourd'hui, et merci d'ouvrir le sujet. Ça va nous permettre de réfléchir aussi, est-ce qu'on a des normes de genre, est-ce qu'on a des normes patriarcales encore aujourd'hui que l'on applique de façon consciente ou inconsciente. Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Effectivement, c'est vrai que donc quand on disait que les femmes arrivent dans le monde du travail, c'est vrai que c'est un peu par la petite porte, on a l'impression, parce qu'elles sont souvent attribuées à des travails de care, donc effectivement sous-payés. Et lorsqu'elles sont dans le milieu du travail, ce sont elles qui subissent des violences sexistes et sexuelles. Notamment, on recense 10 viols ou tentatives de viol par jour au travail en France, ce qui est énorme. 20% des femmes sont victimes de harcèlement sexuel au travail, donc d'où vraiment encore l'importance de se questionner dès le plus jeune âge de qu'est-ce qu'on veut que la société soit en fait. Donc c'est vraiment très intéressant. Et aussi quand là on commence à se questionner sur les égalités entre hommes et femmes au travail, on regarde aussi souvent sous le prisme de personnes qui sont blanches. Donc ça aussi, donc on y reviendra par la suite. Donc ça c'est aussi intéressant de le questionner parce que quand on commence à ouvrir les questions sur le féminisme, on a quand même un prisme. Donc c'est hyper intéressant et donc, ouais, donc dès le plus jeune âge, nous c'est vrai qu'on a à cœur de s'interroger sur les normes de genre et d'essayer que la société soit plus égalitaire par la suite. Et aussi peut-être poser la question à terme de est-ce que ça a un sens de décrire certains traits de caractère comme masculin ou féminin. Donc, mais bon, ça sera peut-être encore plus tard. Donc, merci beaucoup. Alors, on va passer à la deuxième question qu'on avait préparée avec Alice et Margot sur les femmes à l'international, parce que du coup, il en est beaucoup question aussi, c'est très intéressant d'ailleurs, dans le magazine Manière de voir. Donc, on passe les frontières et on aborde maintenant des thématiques qui ont fait l'actualité ces derniers temps. Et on s'est arrêté sur 2 exemples. La révolution féministe en Iran en 2022 et la position régressive adoptée par la Cour suprême américaine en 2022 également, qui est appliquée dans certains États américains, comme par exemple le Texas, le Dakota, le Kentucky, l'Alabama, et qui a décrété que le droit à l'avortement n'était pas un droit constitutionnel. Donc on va écouter notre deuxième capsule sonore. Amber Thurman est bien allée aux urgences, mais les médecins n'ont pas pratiqué le curetage immédiatement, car l'opération est illégale en Géorgie, et il leur aurait fait risquer une peine de 10 ans de prison. Ils ont donc attendu 20 heures en la maintenant sous surveillance pendant qu'elle perdait son sang. Hélas, quand ils l'ont finalement déclenchée, il était trop tard, et elle est morte de septicémie. Et le gouvernement républicain de Géorgie compte maintenant aller plus loin en interdisant la pilule du lendemain.
Ça fait 6 mois qu'on se quitte plus en se disant au revoir, mais Beomide Ozodi, ce qui signifie en espérant la liberté. On se sent pas seul là, les Iraniens se sentent pas seuls. Liberté! I'm sure, parce que j'y crois. 100% sure. J'en suis sûr à 100%. This is huge moment in our history and c'est un grand moment de notre histoire et de l'histoire du monde. Oh my God, this is the first women-led revolution. Parce que, à ma connaissance, c'est la première révolution menée par des femmes. Alors ces deux exemples qu'on vient d'entendre là montrent l'imbrication des droits des femmes et de la politique, bien sûr. Alors que pouvez-vous nous en dire à l'international et même en France, en fait, de cette imbrication vraiment entre la politique et le droit des femmes? Vaste sujet, hein. Oui, comme vous avez pris l'exemple de l'Iran, des États-Unis, peut-être que je vais en dire quelques mots. Alors, effectivement, vous avez évoqué la révolution iranienne, le grand soulèvement iranien de 2022, qui est parti, comme vous le rappelez, de l'assassinat en fait d'une jeune fille, Mahsa Amini, qui a été interpellée par la police politique, la police des mœurs iranienne, et qui pour un voile mal ajusté, et qui est morte dans le poste de police 3 jours après, à l'hôpital, mais suite à des violences policières. Et ça a suscité un grand mouvement qui a été en quelque sorte déclenché par cet événement, dans lequel effectivement la question féministe a été importante, avec un grand mouvement de femmes qui se dévoilaient, etc. Et puis la particularité de ce mouvement, par rapport à d'autres qui avaient déjà formulé par le passé des demandes démocratiques, il y a eu celui de 2019, etc., c'est qu'il a pris dans des petites villes, plus de 80 petites villes ont connu des mouvements, ce qui était avant les demandes démocratiques se concentraient quand même dans les grandes villes, notamment Téhéran, dans la jeunesse diplômée et urbaine. Et là, ça a fait tache d'huile, beaucoup plus. Et cette jeune femme étant originaire du Kurdistan iranien, c'est également une région qui s'est embrasée aussi, soulevant la question également des minorités nationales au sein de l'Iran. Donc effectivement, les femmes ont joué un rôle moteur. C'est peut-être pas la première fois, contrairement à ce que disent la capsule, puisque dans plein de grands mouvements politiques, on sait que les femmes jouent un rôle moteur. Je pense en France au mouvement des Gilets jaunes, où elles ont été très, très présentes, même si on peut éventuellement évoquer ça, même la Révolution française, on le sait. Voilà. Donc les femmes peuvent, dans certains mouvements, tous les grands mouvements sociaux ont nécessairement, je dirais, une dimension féminine. Voilà. Donc c'était le cas en Iran. Alors la situation est bien sûr différente aujourd'hui. D'après les informations que j'ai, même si moi je ne suis pas, comme vous l'avez expliqué, cette région en particulier, donc je ne suis pas une spécialiste de cette région, mais pour avoir discuté récemment avec l'autrice de l'article qui porte sur ces événements-là et qui avait été publié en 2022, et avec laquelle j'ai échangé sur la situation politique en Iran, c'est que ce mouvement a été rudement réprimé, très, très rudement réprimé. Il n'a pas abouti à des changements significatifs dans le régime politique en place en Iran. Par contre, visiblement, cette autrice me dit qu'il y a un avant et un après. C'est-à-dire que quand même, on n'est pas revenu au niveau sociétal, je dirais, à la situation antérieure. Des formes d'affirmation, de liberté chez les femmes existent, et elles sont moins réprimées qu'auparavant. C'est-à-dire qu'il y a plus de souplesse, il y a une sorte de gain qui s'est passé sur le plan de la liberté,
des pratiques du voile, etc. On ne peut pas sortir dans la rue encore dévoilé, mais beaucoup moins de restrictions, je dirais. Voilà. Par contre, évidemment, le contexte géopolitique ne favorise pas les choses, puisque comme vous le savez, dans le cadre de la guerre d'Israël à Gaza, du soutien américain jusqu'au bout de la politique israélienne, ça s'est accompagné également d'une volonté d'affaiblir tout ce qui pouvait avoir trait à ce que aux forces qui étaient pro-iraniennes dans la région, aussi bien le Hezbollah au Liban, et qui s'est conclu par les bombardements américains sur Téhéran, un contexte qui est très défavorable au mouvement, à la société civile, si on peut dire, en Iran, puisque forcément toute velléité de contester le régime en place est vue comme une trahison nationale, très vite accusée de faire le jeu de l'impérialisme américain, etc. Donc en réalité, le contexte est particulièrement sombre de ce point de vue-là en Iran, et la politique américaine a forcément contribué à cette conjoncture. Et alors, pour ce qui est des États-Unis, j'espère de ne pas être trop longue, vous me dites, vous me coupez. Si... Non, j'ai la pendule sous les yeux, tout va bien. Mais alors, ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est effectivement, on peut remonter à l'élection de Trump, en réalité. Peut-être dire un mot sur l'élection de Trump, parce que c'est quand même intéressant, sa victoire électorale. On a été dans une campagne électorale très polarisée, où Kamala Harris, elle a, dans un premier temps, quand même beaucoup insisté sur les risques qu'une élection de Trump faisait peser sur les droits des femmes, à raison, mais ça a été aussi un angle politique qu'elle a choisi. Sur la question du droit à l'avortement, etc., puisque Donald Trump ne cachait rien de ses intentions restrictives en la matière. Et en fait, il y a un bilan quand même assez, je pense qu'il faut en tirer un certain nombre d'enseignements aussi politiques, c'est que Trump a bien sûr un électorat plus blanc et masculin, ça c'est une constante entre 2016 à aujourd'hui, mais il a également, quand même, en dépit de ce contexte, gagné des voix en valeur absolue chez les femmes, notamment chez les femmes hispaniques. Donc il faut bien garder en tête que les femmes, en dépit de leur genre, de leur sexe, ne votent pas que par rapport à ce déterminant, et la victoire de Trump, elle a été vraiment, en partie réalisée. Il a réduit son écart des voix sur le vote notamment hispanique, et un accroissement du vote, y compris chez les femmes. Donc ça, c'est un élément important pour peut-être garder en tête que les questions féministes, quand elles sont politisées, il n'y a pas un effet mécanique sur le vote, sur les dynamiques de vote, je dirais, effectivement, l'état du pays, la dégradation sociale, etc., plein d'éléments qui faisaient que l'offre démocrate ne répondait pas à un certain nombre de problèmes, ont peut-être rendu la perspective trumpiste beaucoup plus séduisante pour une partie des classes populaires, le Parti démocrate gardant son image de parti élitiste, urbain, etc. Donc ça, c'est un élément important. Ensuite, sur les lois régressives, ça a été évoqué. Ce qui est aussi intéressant, aussi dans cette idée de polarisation, c'est que dans le même temps, des États ont en regard, donc il y a eu des restrictions très importantes, puisque dans un certain nombre d'États, maintenant, l'avortement est interdit, même en cas de viol ou d'inceste, donc on est sur des modèles vraiment extrêmement rétrogrades. Et dans d'autres États, comme l'État de New York, il y a eu une grande libéralisation, des avancées dans ce domaine-là. Par exemple, dans l'État de New York, il est possible d'avorter jusqu'à 24 semaines en cas de danger pour la santé. Donc il
il y a eu une sorte de polarisation. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, l'accès à l'avortement s'est réduit dans un certain nombre d'États américains, rendant plus difficile l'accès à l'avortement, mais le nombre d'avortements, lui, a augmenté. Aux États-Unis, alors j'avais retrouvé justement les chiffres, entre 2020 et 2023, donc du coup, avant l'élection, après l'élection, il y a eu plus 11% du nombre d'avortements. Alors, ça s'explique pourquoi. Ça s'explique parce qu'il y a le tourisme, entre guillemets, c'est comme ça que les adversaires de l'avortement le qualifient, mais les femmes sont obligées de se déplacer d'un État à l'autre, mais donc elles le font, et l'envoi de pilules abortives par correspondance. Donc il y a désormais, les républicains mènent une bataille, une forme d'harcèlement judiciaire pour intimider les médecins qui pratiquent ce type de médecine à distance. Ça a donc dégradé l'accès à l'avortement, mais ça n'a pas du tout empêché. Et il y a la politisation de ces questions se fait au niveau des États-Unis. Donc on a quand même une situation assez particulière. Mais je m'arrête là. Et en France, alors ? Alors en France, victoire récente, la constitutionnalisation quand même. Ça a été une avancée. Avant, en 2022, donc on est passé de 12 à 14 semaines. On n'est pas encore au 24 ou même au 22 qu'on peut retrouver au Royaume-Uni. Et ça, c'est quand même important de le souligner parce que nous, au planning, un de nos slogans, c'est « Mon corps, mes choix ». Et même si du coup on va vers une avancée, donc un rallongement de la possibilité de l'IVG, les femmes restent quand même contraintes, soit par le corps médical, parce que par exemple, elles n'ont pas toujours le choix de la méthode d'IVG. Donc encore un peu infantilisées dans des choix qui leur concernent et qui sont vraiment intimes. Donc ça reste quand même une problématique. Il y a aussi l'histoire de la clause de conscience par les médecins. Donc un médecin a le droit de refuser une intervention. C'est dans son droit. Donc là aussi, on se heurte quand même à des choses encore en France. Et puis même au niveau du Finistère, ce que l'on observe, c'est qu'il y a un rallongement des délais. Donc c'est aux alentours de 7 jours en France. Et dans le Finistère, ce que l'on observe, c'est plutôt autour de 11 jours avant d'avoir un premier rendez-vous pour réaliser une IVG. Donc là aussi, des temps de rallongement. Donc même si le droit est sanctuarisé, sur le terrain, c'est quand même un accès qui reste difficile, surtout dans les milieux ruraux. On a des politiques qui de plus en plus aussi vont vers des restrictions budgétaires. Donc il y a des plannings familiaux qui sont associés à des structures de centres de santé sexuelle qui ferment. Donc ce sont parfois des femmes qui doivent effectuer de nombreuses heures de route pour trouver un centre et donc effectuer une intervention. Donc même si le droit est reconnu en France, l'accès lui reste encore compliqué. Et donc, on doit toujours se battre pour avoir une égalité sur les territoires, que les femmes puissent choisir leur méthode, sur tous les aspects. Et au niveau aussi européen, il n'y a pas si longtemps, il y a eu une initiative européenne My Voice, My Choice. Donc en fait, pour porter au niveau européen un accès libre et gratuit pour toutes les Européennes. Donc il y a eu 1 200 000 signatures de récoltées. Donc la proposition de vote est amenée au Parlement. Pourtant, le vote n'a toujours pas eu lieu parce qu'il y a de très forts lobbies, notamment d'extrême droite, et donc qui repoussent sans cesse ce vote-là. Donc même si du coup il y a une mobilisation, il y a encore des forces qui sont de plus en plus présentes, notamment d'extrême droite, qui font que même si on essaie d'accéder à des avancées, on se retrouve bloqué. Je pense que tu as très bien résumé. J'ai pas grand-chose à ajouter, mis à part que au planning, ce qu'on constate, c'est que, et on n'est pas les seuls, c'est que les droits et les libertés des femmes et des personnes minorisées sont toujours mis en fragilité par les politiques ambiantes actuelles.
Donc ça, c'est une vraie problématique. Et d'ailleurs, c'est ce pourquoi, finalement, le planning s'est créé dans les années 60 par une volonté de pouvoir proposer à des femmes des avortements plus sécurisés, mieux accompagnés et moins à risque de décès, tout simplement. Mais au-delà de ce regard local, le planning familial, il y a aussi une veille sociale et politique internationale. Donc on est au fait de ces questions de l'ailleurs et de ce qui s'y passe, Mais en tout cas, on est toujours assez alerte et toujours assez en colère face à ce qu'on peut voir dans les médias, avec une espèce d'impression d'impuissance, en tout cas quand c'est à l'international. Et on ne peut qu'être soutenant et soutenante avec les personnes qui vivent ces politiques à l'étranger directement. Mais voilà, en tout cas, merci pour vos apports chiffrés aussi. Je n'ai pas plus à dire, mis à part qu'aujourd'hui, on a des réunions institutionnelles ici à Brest, au local, sur les violences sexistes et sexuelles, sur les droits des femmes et des personnes minorisées. Mais aujourd'hui, quels sont les après de ces temps d'échange et de réunions entre les institutions? Qu'est-ce qu'on met en place concrètement pour protéger nos droits, pour les faire évoluer? Puisqu'à Brest, je me permets de le rajouter et ensuite je passe la parole. Il y a quelques années encore, on retrouvait des tags, encore il y a quelques années, mais actuellement encore, hein, on retrouve des tags anti-choix, on retrouve des tags anti-liberté dans la ville, sur les espaces publics, les espaces communautaires. Je pense notamment à Passage, la maison queer et féministe, qui est souvent visée par des attaques de dégradation de leurs locaux extérieurs avec des stickers anti-choix, anti-liberté, pro-extrême droite, malheureusement, c'est ciblé comme ça. Donc voilà, du soutien, beaucoup, et puis toujours une veille locale et internationale. Alors, moi, c'est juste pour participer, parce que je suis moins spécialiste sur la question, donc c'est pour ça que j'ai aussi laissé la place. Peut-être, ce que je trouve intéressant par rapport à cette question, moi je connais pas bien la situation en Iran, aux États-Unis, donc voilà, je pense que à Brest, vous en parlez très bien. Par contre, ce à quoi ça m'a fait penser cette question, c'est à la vision qu'on peut avoir de l'international depuis la France par rapport à ces questions-là. Et vous avez dit plusieurs fois la notion de choix. Et ça, je trouve ça intéressant de voir que, en fait, dans tous les cas, dans toutes les situations, c'est toujours est-ce que les femmes ont le choix. Et si je prends l'exemple d'un objet qui fait beaucoup parler en France, la question du voile, puisque en Iran, justement, le déclencheur était une femme qui avait mal mis son voile. Et en France, on voit qu'on est en fait dans l'autre tendance. On cherche finalement à interdire le port, par exemple, du voile. En fait, dans les deux cas, on a une société patriarcale, souvent, enfin en France du coup en l'occurrence blanche, je pense par rapport à la colonisation aussi, mais qui sait mieux qu'elle ce qui est bon pour elle, pour les femmes. Donc on a une société qui nous dit on sait ce qui est bon pour vous, vous les femmes. Donc quand on a la question de l'avortement aux États-Unis ou ailleurs, d'ailleurs dans le numéro, il y a une très belle cartographie qui montre où est-ce qu'on en est, des pays où on peut avorter ou non, selon des questions médicales ou selon des questions de santé. Enfin, j'ai plus tout le détail, mais je vous invite vraiment à aller voir cette cartographie, elle est vraiment intéressante. Mais en fait, quand on parle de l'avortement, quand on parle de la question du voile, de toutes ces questions, c'est est-ce que je dispose librement de mon corps, hein, on a ce terme-là, mais est-ce que j'ai le choix? Et on voit que on a cette tendance dans notre société, et on le voit dans toutes les sociétés, à avoir un gouvernement, un pouvoir qui sait ce qui est bon pour les femmes. Et là, je me permets d'aller un petit peu sur la question d'après, et ça va se complexifier d'autant plus avec les personnes femmes musulmanes en France, où on va avoir l'aspect du sexisme, et on pourrait parler de racisme ou d'islamophobie qui va vraiment cristalliser, et on va chercher peut-être ensuite à même monter les femmes les unes contre les autres, hein. On peut penser aux personnes qui seraient identifiées comme musulmanes et les autres, on pourrait avoir le terme de blanche, mais on pourrait questionner tout ça, mais
sur cette question des droits des femmes politiques en France, voilà, moi la première chose qui me venait, c'était cette question de est-ce qu'on peut disposer ou non de son corps et comment on a un pouvoir qui nous dit ce qui est bon pour notre corps. Et si je reste sur le voile, j'en parlais tout à l'heure sur la colonisation, la France a organisé en Algérie, au moment où l'Algérie était colonisée, des cérémonies de dévoilement. Donc on voit, c'était déjà là en fait, cette idée de dire on va disposer du corps des femmes, mais encore plus du corps des femmes racisées, musulmanes, avec tout ce qu'il y a d'érotisation en plus derrière, qu'on retrouve encore aujourd'hui dans le milieu de la pornographie, mais tout ça, c'est une même continuité, voilà, où on vient avoir de la complexité avec la question de l'origine réelle ou supposée. Et autre petit apport, question des la politique, les politiques et les femmes. En fait, moi qui vous parlais de ce qui se joue dans la socialisation depuis la petite enfance et tout au long de l'enfance, c'était dit d'ailleurs dans la première capsule, on avait une personne qui s'appelle Maria da Silva qui disait que les femmes sont socialisées à ne pas négocier de primes. En fait, on socialise les enfants d'une manière très genrée, très binaire, ce qui peut poser question. C'est toujours le cas aujourd'hui, hein, petit garçon, petite fille. Je vous ai parlé avant des vêtements, etc., des livres, de la valeur féminin-masculin. Et de la même manière, on socialise différemment les enfants et les jeunes sur, par exemple, la prise de parole. On se rend compte qu'en classe, et ça c'est des observations que moi j'ai fait aussi avec des enseignants, on donne plus la parole aux garçons qu'aux filles. Que ce soit des enseignantes ou des enseignants, et ces personnes ne s'en rendent pas compte, elles ne sont pas mal intentionnées, pas du tout. C'est juste que, comme quand vous allumez la télé, la radio, etc., vous voyez beaucoup plus d'hommes que de femmes, et encore plus si on parle de politique en l'occurrence, on a une représentation inconsciente, vous allez dire, peut-être parfois on va se rendre compte qu'on a du sexisme en nous, pour quelqu'un qui prend la parole, on va plutôt s'adresser à un garçon qu'à une fille. Et ça, c'est répété tout au long de notre socialisation. Il y a des études aussi qui montrent comment les coupures de parole sont plus souvent le fait des hommes que des femmes. Et encore une fois aussi, comment les violences sexistes et sexuelles, qui sont partout, dans toutes les classes sociales, et aussi dans le milieu de la politique, bien évidemment, vont aussi freiner et empêcher, voire décourager, pas du tout donner envie d'aller s'inscrire en politique. Donc voilà, juste pour dire que, encore une fois, le fait qu'il y ait si peu de femmes en politique, ça s'explique aussi depuis la petite enfance. On a aujourd'hui des systèmes de quotas, en fait, qui existent, l'obligation de la parité en politique. Alors que certaines personnes trouvent ça regrettable, parce qu'on dit oui, mais du coup, on prend les femmes juste parce que c'est des femmes et pas pour leurs compétences. Ça peut poser question, mais en fait, c'est-à-dire que sans les quotas, il n'y a pas de femmes en politique, ça se voit, hein, dans les communes où cette obligation ne s'applique pas, vous avez beaucoup moins de femmes. Donc c'est peut-être une solution qui est, espérons-le, temporaire, mais quelque part, quand on va se garer avec sa voiture et qu'il y a une place réservée pour les personnes en situation de handicap, ça ne choque personne, ou en tout cas ça ne nous choque plus, je ne sais pas, mais en fait, quelque part, les quotas, ça vient nommer le fait qu'il y a une problématique et que oui, les femmes ont moins leur place en politique que les hommes. Tout comme la place de parking vient nous dire que les personnes en situation de handicap sont moins bien loties. Notre société est plus inégalitaire envers elles. Je m'arrête. Très bien. Alors, on va pouvoir aborder la troisième partie, justement, qui a été un tout petit peu évoquée sur les femmes minorisées. Donc, depuis le début de notre table ronde, on identifie les femmes comme une entité. Pourtant, elles ont leur individualité propre. Et qui dit individualité, dit prise en compte de la différence. Donc on va pouvoir lancer la troisième capsule pour intégrer ce thème. Le système, c'est le déterminisme. Parce qu'on est né femme, parce qu'on est né noir, on va nous assigner un destin. L'expérience des femmes non blanches, déjà, c'est une expérience racialisée. Par exemple, quand je coach une femme noire, quand je coach une femme asiatique, l'expérience du sexisme va être différente. Le point commun de nos expériences, c'est l'hypersexualisation. Moi, j'ai eu des trucs, moi j'ai eu une cliente qui travaille plus en France depuis, mais qu'on appelait la geisha. Une fois que j'ai passé la barre des 100 kilos, finalement ça a été une libération. Je me souviens qu'un médecin m'avait dit qu'il fallait surtout pas, tant qu'on reste en dessous, ça va. J'ai dépassé 100 kilos et je me suis dit, ça y est, enfin, je suis la grosse que vous aviez peur que je devienne. Maintenant, est-ce qu'on peut passer à autre chose ? Ça va bien au-delà de vous êtes pas dans la norme. C'est vous êtes une aberration. C'est vous êtes monstrueuse en fait. Vous êtes ce que toutes les personnes valides ne voudront jamais être. Parce qu'on leur dit qu'il faut être handicapé, c'est le pire truc de la Terre.
quand les médecins vous regardent comme des bêtes de foire, quand ils font des réunions où ils sont 15, où il y a des étudiants, enfin vous voyez, c'est comme Elephant Man quoi, en gros. Moi d'ailleurs ce film quand je l'ai vu quand j'étais petite, je me suis tout de suite vue en fait. Et je me suis dit bah voilà en fait moi je suis ça. Et si on n'était pas en 1900 je sais pas quoi, je serais dans un cirque en fait. Alors, on voit émerger de plus en plus de luttes pour les droits des minorisés. On pense par exemple aux personnes racisées, migrantes, en situation de handicap ou aux minorités de genre. D'après vous, les femmes minorisées, est-ce qu'elles vivent une double peine ? Là, j'ai envie plutôt de laisser Oriane ouvrir la discussion. J'ai l'impression que c'est plutôt les thèmes qu'elle travaille directement et puis je réagirai peut-être après. Ok, voilà. Merci. En fait, je trouve la capsule très parlante et en plus, quelque part, ce sont les personnes concernées qui parlent, donc je trouve que c'est quand même vraiment important. Ça a été évoqué depuis le début par nous. En fait, quand on dit femmes, les femmes, alors, on dit de moins en moins la femme, on progresse, mais on a tendance à se figurer, et c'est lié à notre socialisation, des personnes qui ressemblent à des femmes, alors qu'est-ce que ça veut dire, je ne sais pas, mais en tout cas qui sont plutôt étiquetées, socialisées comme blanches, plutôt comme de classe moyenne, plutôt valides, plutôt hétérosexuelles, plutôt, on pourrait ajouter plutôt, pas avec un voile, quand on dit les femmes. Donc en fait on a une représentation stéréotypée et qui nous montre bien comment, en fait, dans notre société, il y a certaines différences entre nous tous et toutes qui sont pertinentes socialement. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis ça ? C'est que si une personne n'est pas prise à un entretien d'embauche, elle va peut-être se dire, peut-être c'est parce que je suis une femme, peut-être c'est parce que je suis noire, peut-être que c'est parce que je suis en situation de handicap, peut-être c'est parce que j'ai évoqué ma compagne et qu'on m'a identifiée comme lesbienne, peut-être que c'est pour ça. La personne va rarement se dire peut-être que j'ai pas eu mon boulot à cause de la forme de mes oreilles. Je vous prends un truc complètement aberrant. En fait, si vous regardez dans cette salle, et si je vous demande de compter le nombre de femmes et d'hommes, vous allez le faire assez vite. Le nombre de blancs, de noirs, alors on n'utilise pas les mêmes catégories selon les pays, vous allez le faire assez vite. Si je vous demande de nous trier en fonction de la forme de nos oreilles, vous allez mettre beaucoup de temps. Pourtant, l'argument du c'est visible, c'est visible. Même là, nous ranger en taille de forme d'oreille. Bon, vous voyez, c'est bizarre cette histoire d'oreille, mais c'est pour dire que, en fait, des différences entre les êtres humains, il y en a plein. Des points communs entre les êtres humains, il y en a plein. Et il se trouve que nos sociétés, et ça bouge dans le temps, ça bouge dans l'espace, on va aller chercher certains traits et on va leur donner une valeur sociale. Et on va construire une société autour de ça, et il va y avoir un certain nombre de rapports de domination. Depuis tout à l'heure, on parle beaucoup du rapport de domination femmes-hommes, mais on a le rapport de domination sur l'origine réelle ou supposée, qui s'est inscrit aussi dans une histoire de l'esclavage, la colonisation, etc., où donc on va avoir un racisme où les personnes identifiées comme blanches vont avoir le pouvoir politique, économique, religieux, etc., etc. Même chose sur l'orientation sexuelle, sur la classe sociale. En fait, on a comme ça, alors si vous prenez dans la loi, il y a 28 critères de discrimination possibles, donc on ne va pas tous les nommer ici, mais c'est pour dire que dans la vie, on n'est pas que femme ou homme. On est jeune, on est vieux, on est grosse. La personne, elle dit voilà, ça y est, je suis la grosse. Voilà, on est multiple. Et il y a une approche, le terme existe depuis assez longtemps maintenant, est un peu à la mode, qu'on appelle intersectionnelle et qui consiste à dire faites attention. Parce qu'en fait, vos luttes féministes, là, c'est des luttes de blanches, ou c'est des luttes de riches, ou c'est des luttes d'hétéros. Je le dis de manière assez simple, mais parce qu'en fait, c'est ça la problématique. Ça s'est beaucoup entendu dans des mobilisations des années 60-70 et aussi plus récemment de femmes aussi, par exemple indiennes, qui disaient non mais arrêtez, votre féminisme c'est un truc d'occidental en fait. Vous parlez pour tout le monde mais vous ne prenez pas en compte la situation de toutes. Donc ça c'est finalement votre question, elle porte là-dessus. Et donc oui effectivement on ne vit pas le racisme de la même manière si
on est une femme noire ou un homme noir, on ne vit pas le sexisme de la même manière si on est une femme blanche ou si on est une femme blanche valide, une femme blanche qui est en situation de handicap ou valide. Et tout ça est à croiser. Les chiffres qu'on donne, les inégalités de salaire, tous les chiffres qu'on donne, souvent c'est le chiffre des femmes blanches, valides, etc., etc. Si vous regardez sur les inégalités salariales, on a dit, je ne sais plus la date, depuis le temps novembre, là, les femmes travaillent gratuitement. Si vous prenez l'origine réelle ou supposée, en fait, pour les femmes identifiées autres que blanches, c'est depuis juillet qu'elles travaillent gratuitement. Donc, mais les chiffres qui sont donnés, c'est appliqué à la population qui est la norme, qui est pensée comme quand je vous dis les femmes, voilà, un groupe de femmes blanches. Pareil, sur les violences sexistes et sexuelles, les femmes lesbiennes sont beaucoup plus victimes de violences sexistes et sexuelles que les femmes hétérosexuelles dans l'espace public. C'est pas pour faire la concurrence, c'est juste pour dire que cette dimension-là, quelque part, peut aggraver, par exemple, les violences, ou sur la santé. Il y a eu plusieurs études, mais la plus récente qui est au CHU de Montpellier, qui montre que, en fait, si on est un homme blanc, on a 50 fois plus de chances d'être pris en charge pour urgence vitale que si on est une femme noire quand on arrive à l'hôpital. Donc il y a aussi beaucoup de maladies et de morts qui sont liées à ce sexisme et racisme qui se croisent, par exemple. Et encore une fois, ça peut être sur d'autres critères. Mais les chiffres qu'on donne, en fait, sont très orientés. Et c'est peut-être, voilà, je pense que c'est ce qui a creusé aujourd'hui, c'est de sortir des catégories. Là, on parle de sexisme ce soir, on parle de racisme demain. En fait, non, tout est intriqué. Donc, juste sur la question, est-ce que c'est une double peine ? Je ne sais pas si c'est double, mais peut-être c'est une peine au carré ou au cube, quoi, pour dire vraiment que ça va être une situation bien particulière. Ouais, je sais pas. J'ai essayé oui, peut-être pour réagir sur les questions des chiffres, c'est des moyennes, ça agrège, c'est pas la situation des femmes blanches ou d'une norme, mais c'est plutôt une moyenne globale qui effectivement peut être, on peut après mettre en évidence l'accumulation en fait des discriminations en croisant avec d'autres variables comme voilà le handicap, le sexe, l'origine, etc. Donc ça c'est sûr. Et puis ce qui est soulevé en quelque sorte, Oriane l'a un petit peu évoqué, c'est la question de finalement du sujet politique du féminisme, et c'est une question qui a toujours été finalement discutée dans le féminisme, même avant, même dès les années 70, où en gros, qui est derrière la cause des femmes. Et par exemple, il y avait des débats donc le féminisme a toujours été un champ extrêmement débattu, même de manière très virulente, avec des positions très affirmées, des débats très riches et frontaux parfois, et notamment dans les années 70, où à l'époque déjà il y avait ce débat, cette dispute. Ça a pris la forme d'une dispute entre le féminisme plutôt lesbien, qui affirmait « nous ne sommes pas des femmes », et un autre féminisme qui disait « mais vous allez diluer justement la cause des femmes en disant que la catégorie elle-même n'existe pas, puisque vous refusez finalement cette catégorie elle-même ». Donc du coup, c'est des débats peut-être un petit peu théoriques, mais ça a agité quand même pas mal les années 70. Et aujourd'hui, d'une certaine manière, on retrouve aussi ces questions à travers la question trans, puisque une partie je dirais pas du féminisme, mais plutôt de ceux qui défendent la cause des femmes, avec dans ces différents secteurs, plus ou moins, sur des positions plus ou moins progressistes, on va dire. Mais en tout cas, il y a une partie une sorte d'inquiétude que,
à parler de transsexualité ou de non-binarité ou de finalement de fluidité ou de déconstruire le genre au point où finalement la catégorie de femme elle-même, finalement c'est plus légitime même de regarder les choses à partir d'une inégalité homme-femme qui serait finalement déconstruite à ce point-là, etc. Donc du coup, bon, il y a ce type de débat, et bon, ce qui me semble être quand même le point de départ et le point commun de toutes ces luttes-là, finalement, c'est que chacune, finalement, elle converge sur une idée, sur l'idée de l'assignation à un état de nature, que ce soit par le sexe, par l'orientation sexuelle, ou l'orientation de genre, ou le handicap, qu'on assigne les individus à un fait naturel. Et finalement, que ce soit par ces différentes questions, c'est toujours la mise en question de ce point de départ, en fait, qui fait que, de mon point de vue, les luttes féministes ont à voir avec aussi les luttes trans, et toutes ces luttes-là forment un même ensemble en réalité, et qu'il est parfois artificiel de vouloir les opposer. Mais en tout cas, c'est fortement débattu encore aujourd'hui. Je reviens sur la notion de blanchité. La blanchité, elle fait partie de nos réalités associatives aussi. Sur l'historicité de nos mouvements, de nos groupes. Aujourd'hui, c'est vrai que le planning familial, il a des feuilles de route qui traitent plusieurs aspects des discriminations. Aujourd'hui, le planning travaille sur la lutte contre la grossophobie, pour l'antivalidisme et pour cette notion d'intersectionnalité. On voit aujourd'hui sur Brest qu'on a la chance, et c'est une richesse, d'avoir un nombre d'associations assez grand et qui traitent de différents sujets pour les questions de transidentité, pour les notions de travail du sexe, du rapport queer, de l'identité queer. On a la chance de pouvoir aussi interpeller ces acteurs et ces actrices qui sont directement concernés et qui se sont créés au sein de communautés pour du care aussi, mais parce que en fait elles sont concernées par ces sujets, et c'est à nous de venir les consulter en cas de besoin. La complémentarité sur le territoire brestois, sur le travail associatif, elle est essentielle. Elle ne se faisait pas forcément avant. Chacun et chacune a tendance peut-être un petit peu à rester dans sa réalité propre, dans sa bulle de terrain. Et là, depuis quelques temps, on s'organise avec ces collectifs et ces associations pour créer, pour construire, co-construire des événements, des actions, des réflexions. Et ça, c'est une richesse. On n'est pas encore à 100% parfait, puisque la perfection, elle n'existe pas. Ce qui est important, c'est le travail, l'analyse, la compréhension, la bienveillance. Et aujourd'hui, c'est des dynamiques qu'on essaye d'avoir ici. On propose régulièrement de participer à des formations sur la décolonisation de nos pratiques au sein des plannings familiaux. Comment est-ce qu'on accueille des personnes trans, comment on accueille des personnes racisées dans leur réalité, comprendre ce qu'elles vivent au quotidien. Ça, c'est toujours quelque chose qu'on travaille avec nos bénévoles. On prend de la ressource là où on peut, et il y en a. Moi, si je peux vous donner une ressource éventuellement, c'est le film « Nos corps sont vos champs de bataille » de la réalisatrice Isabelle Solas. Donc c'est un documentaire finalement qui se passe à Buenos Aires et qui suit en fait le quotidien de deux femmes trans, dont l'une est femme, trans et travailleuse du sexe, et comment elles vivent leur réalité, leur quotidien, et comment elles s'inscrivent aussi dans les mouvements féministes. Et on voit que là-bas, ce n'est pas si facile. Il y a une situation de rejet, de mise en cause ou en négation de leur identité de femme, l'acceptation dans les mouvements féministes, l'intersectionnalité, c'est pas encore gagné. Donc voilà, c'est un sujet qui est très très intéressant, on pourrait en parler tellement longtemps, il y a tellement de ressources que vous pouvez trouver sur différents médias, mais voilà en tout cas pour ce que j'aurais à vous proposer.
Je voudrais peut-être juste rajouter quelque chose parce que quand même, enfin, ça vient de deux choses. Je pense qu'il faut, de mon point de vue aussi, un petit peu, comment dire, il peut y avoir une sorte de politique, justement de l'accueil, de l'ouverture, etc., qui, des fois, de mon point de vue, pose les questions sur un registre quand même un peu trop moral ou psychologique, où finalement ces questions-là seraient voilà, donc, sous la forme de la réflexivité des collectifs, etc. Et je voudrais quand même dire que du point de vue de la lutte contre le racisme, comme n'importe quelle lutte, où il y a des débats politiques en fait, hein, tout simplement, c'est pas juste une posture, je dirais, de bienveillance ou des choses comme ça. C'est-à-dire il y a des choix politiques qui sont discutés, qui ont été dans l'histoire de la décolonisation extrêmement, voilà, des positions très, très différentes. Si on prend, je sais pas moi, la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, il y avait différentes idées chez les principaux concernés sur les moyens qu'il convient de lutter. Donc certains étaient pour voilà, une république noire, voilà. D'autres étaient pour justement sur les positions plutôt d'une Afrique multiethnique, etc. Pareil aux États-Unis sur la politique des quotas, sur est-ce qu'il faut pour lutter contre ces discriminations instaurer des recensements de la population en fonction de la couleur de la peau et mettre en place des politiques de promotion de discrimination positive. Là aussi c'est des questions politiques et donc c'est des débats qu'il ne faut pas comment dire, simplifier ou réduire à une sorte juste de, comment dire, de réflexivité du point de vue de la blanchité, etc., qui des fois me laisse un peu, bon, comment dire, ça me pose des questions, quoi, sur une posture un peu trop morale et pas assez, je dirais, politique, sachant que du point de vue des personnes concernées, elles peuvent avoir des opinions très différentes sur la manière dont il convient de lutter, etc., au même titre que sur toutes les autres questions. Voilà. Juste peut-être pour terminer sur ce point, d'un point de vue militant, en fait, c'est hyper important de vraiment mettre au centre en fait cette intersectionnalité, je trouve, parce que les luttes aussi sont liées au contexte historique, et au départ, c'était en fait les personnes qui avaient seulement la parole, c'était des personnes blanches, femmes certes, mais qui avaient aussi un certain niveau d'éducation, parce qu'à l'époque, on n'envisageait même pas les autres classes sociales en fait. Et c'est hyper important de vraiment mettre en lien toutes les luttes, parce que c'est ça, on ne se bat pas pour une femme, pour une représentation de femme, parce que aussi ce qu'on peut entendre maintenant dans le militantisme, c'est vous avez eu des avancées, vous n'êtes pas contente, pourquoi on ne s'arrêterait pas là? Non, en fait, parce qu'on n'est pas une femme, il y a une multitude de représentations, et quand on arrive à avoir un tant soit peu la parole, parce qu'on l'a, mais beaucoup moins que certains combats, c'est aussi important de prendre cette lumière et aussi de la donner, ou en tout cas de la décentrer un peu vers d'autres combats sur lesquels on parle beaucoup moins. Et donc se mettre aussi en position d'allié, de vraiment aussi laisser la place aux autres, et aussi ça nous permet un travail sur nous, parce que même si on est féministe, en fait on a des biais, que ce soit, ça peut être raciste, ça peut être sexiste, et en fait c'est très important aussi de tout mettre en lien pour nous rendre compte de nos propres paradigmes, et vraiment aussi aider d'autres combats à, un peu on a la parole, ok, nous on sait, il y a certains combats qui sont portés, on parle beaucoup de l'IVG, ce genre de combat, et c'est aussi maintenant aussi notre rôle de se dire ok, il y en a aussi qui sont tout aussi importants, et puisque maintenant vous nous écoutez, on a deux choses à vous dire. Voilà.
Merci. Donc maintenant, on va bientôt terminer cette table ronde. Donc le dernier point qu'on avait envie de soulever, c'était donc les évolutions récentes et les combats menés récemment. Donc on va essayer de chercher pour terminer quand même des petits coins de ciel bleu et d'aborder donc les avancées dans ces luttes, ceux qui sont déjà réalisés et celles à venir. Donc on va écouter la dernière capsule sonore, s'il vous plaît, maestro. Harvey Weinstein est poursuivi pour des accusations de conduite sexuelle inappropriée qui ont duré plusieurs décennies. Je pense que le nombre de tweets que j'ai reçus en réponse est une preuve que les femmes peuvent être vraiment puissantes lorsque l'on s'élève ensemble pour ne faire plus qu'une. Et puis MeToo, ça vient aussi, ça n'arrive pas du ciel. C'est déjà Tarana Burke, la travailleuse sociale de Harlem, qui lance la première idée MeToo en 2006. Et puis ça ne vient pas non plus uniquement des États-Unis. C'est possible MeToo parce qu'il y a eu les immenses mobilisations féministes en Argentine en 2016, parce qu'il y a eu les printemps arabes, parce qu'il y a eu les fortes indignations de la population en Inde suite à des viols collectifs dans des bus en 2012. Donc, comme on l'a entendu dans cette capsule sonore, voilà, dans les avancées, on peut mentionner donc la libération de la parole et sa prise en compte depuis le mouvement MeToo, ou encore la sensibilisation obligatoire depuis la rentrée 2025 à la vie affective et relationnelle et à la sexualité dès la maternelle en France. Donc, selon vous, voilà, comment l'accompagnement et le soutien porté aux femmes permet-il de maintenir l'engagement contre ces inégalités? Est-ce qu'il y a des raisons d'espérer? Pas beaucoup, on dirait. Pour repartir peut-être, oui, du mouvement MeToo qu'on a présenté comme une libération de la parole, une expression qui a pu être aussi un peu critiquée, puisque on peut aussi le présenter comme le déblocage de l'écoute, plutôt, puisque effectivement c'est aussi sans doute la réalité, c'est que les femmes ont souvent parlé, mais elles ont rarement été entendues, et là quelque chose change aussi, peut-être dans la manière effectivement de... Alors ce qui est intéressant, c'est que je pense que quand même, il y a une part aussi de vrai aussi dans cette expression libération de la parole, c'est-à-dire qu'il y a un niveau d'acceptation en fait des violences qui a baissé. C'est une réalité sociologique qu'on peut voir aussi dans d'autres domaines. Alors je me rappelle, je ne sais pas si dans cette manière de voir, mais peut-être dans un article antérieur de Michel Bozon, qui est un sociologue français qui travaille à l'INED et qui font des grandes enquêtes très, très sérieuses. On a encore de la chance en France d'avoir un institut national des études démographiques qui fait des grandes enquêtes sur des très grands échantillons, sur la longue durée, et on espère que ça continuera, le monde nous l'envie. Et sur les questions de sexualité, par exemple, il y a dans les enquêtes de l'INED une question qui est posée depuis les années 50, qui est posée aux femmes et aux hommes d'ailleurs, je crois, c'est une enquête qui a été à l'initiative du dernier rapport sexuel que vous avez eu. Et donc en gros, dans mon souvenir, il faudrait que je retrouve les chiffres, mais dans les années 50, il y avait une part très massive où c'était déclaré que c'était l'homme qui avait pris l'initiative. Et puis aujourd'hui, la question, il y a une grande majorité des répondants qui disent qu'il est difficile de savoir, on ne peut pas savoir qui a pris l'initiative. Alors ça veut dire au moins que la norme égalitaire a progressé, si ce n'est en tout cas dans les pratiques. En tout cas, le fait de répondre à un enquêteur, de dire non, on ne peut pas déterminer, c'est peut-être plus difficile dans la réalité, mais en tout cas, le fait qu'on réponde massivement ça veut dire qu'il y a une norme qui s'impose et qui est quand même une norme d'égalité, et toutes les situations inégalitaires choquent. Elles ne sont plus considérées comme normales, et donc elles sont dénoncées. Et ça,
je donne cet indicateur-là qui n'est pas une violence sexiste et sexuelle, mais qui est significative de comment on voit, comment la norme égalitaire s'impose et comment parce que les violences, forcément, elles sont toujours perçues, c'est que relativement par rapport à une norme, elles sont conscientisées et dénoncées en fonction d'une certaine norme. Donc c'est ça que je trouve est positif et montre qu'il y a une transformation profonde qui a eu lieu. Et voilà, plus évidemment des choses beaucoup plus concrètes, de la parole à l'action, et ça passe forcément par des évolutions législatives, et elles ont été notamment nombreuses dans le domaine du travail dont on a parlé au début, puisqu'effectivement l'irruption des femmes dans le salariat a fait qu'elles ont été confrontées dans ce lieu-là à la rencontre avec les hommes, souvent des chefs. Même si les secteurs économiques sont peu mixtes, les métiers sont peu mixtes, il y a quand même des inégalités aussi en matière hiérarchique. Et donc cette question finalement, on arrive à un processus où c'est finalement mis en cause. Et donc aujourd'hui, il y a eu des choses qui ont beaucoup bougé sur la question du harcèlement sexuel au travail, avec l'introduction dans le code pénal et dans le code du travail d'une obligation des employeurs à protéger la santé et la sécurité des femmes au travail, avec des obligations légales concrètes, qui fait qu'il y a quand même des choses dans ce domaine-là qui font bouger les lignes. Voilà. Merci. Je vais rebondir vraiment sur le dernier point, du coup, ça fait le lien. Moi, j'interviens justement sur les violences sexistes et sexuelles au travail, auprès de salariés, dans le cadre de formation professionnelle. Et ce qui est intéressant sur ce que vous avez dit, c'est que, en fait, au début, en gros, les gens, ils arrivent en formation en disant « Ouais, non mais c'est bon, moi je vais arriver et je vais avoir des outils pour faire la morale à mes collègues », en gros. Et en fait, au cours de la formation, il y a une prise de conscience de dire « Ah mince, en fait, les violences sexistes et sexuelles, c'est ça. » C'est-à-dire que la petite blague sexiste sur les blondes, sur les grosses, sur les noirs, alors c'est aussi le racisme, etc., la petite blague, en fait, c'est une violence sexiste. C'est-à-dire que dès que c'est répété, c'est du harcèlement sexuel. Et donc, il y a une prise de conscience que les violences sexistes et sexuelles, en fait, elles sont bien plus présentes que ce qu'on pourrait croire. Donc comme on doit faire du ciel bleu, j'ai pas le droit de mettre du ciel gris sur ce qui vient d'être dit, mais je veux juste dire qu'il y a un écart entre, je vous rejoins sur, en termes de représentation aujourd'hui, on est d'accord pour dire que c'est pas bien de violer sa femme, en termes de représentation. En termes de chiffres, donc on est sur des couples hétérosexuels, là ça suit un petit peu moins. C'est-à-dire que les 3/4 des viols ont toujours lieu dans le cadre conjugal. Conjugal, on peut être marié, pacsé, divorcé, etc. Enfin, en fait, ça a toujours bien lieu à la maison. Mais par contre, on est d'accord aujourd'hui que ce n'est pas normal. Ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans. On disait que si, on pouvait le faire. Donc voilà, c'est cet écart entre la représentation et les chiffres. Mais comme on est sur du ciel bleu... le ciel bleu, moi je reviendrai sur un peu ce que je vous ai dit au début. Je ne sais pas si c'est du ciel bleu, mais c'est un souhait. J'en appelle de mes souhaits à ce qu'on continue à faire le travail envers les personnes femmes, les personnes trans, les personnes victimes de violences sexistes et sexuelles. Ça, ok, super. Mais je pense qu'il faut aussi faire un travail, alors pour l'instant on est toujours dans quelque chose d'assez binaire, hein, en direction des hommes, des garçons, des petits garçons, des enfants, de tous les enfants, pour qu'on propose à tous les enfants d'aller vers une société où on n'encourage pas forcément la violence, on n'encourage pas forcément la concurrence, on n'encourage pas forcément de gagner plus que les autres, de couper la parole, etc. Je fais le lien avec ce que j'ai dit au début. Il y a une très belle BD dans le numéro qui est fait par Salomé Laoche, et à un moment sur une des cases, elle parle de notre société, elle dit « La machine qui fabrique des victimes, mais pas de coupables ». Et je trouve que c'est très bien dit. Aujourd'hui, on arrive très bien à dire, voilà, libération de la parole, MeToo, etc. On dit, ah, on les voit, en fait, elles étaient victimes, on savait pas, on n'avait pas vu. J'aime bien le terme déblocage de l'écoute. D'accord, mais qu'est-ce qu'on fait envers les hommes, les auteurs, puisque c'est notre société qui a produit ça. 98% des auteurs, 98% des auteurs de violences sexistes et sexuelles sont des hommes. C'est notre société qui a produit ça, c'est pas des mauvaises personnes, ça peut pas avec un chiffre pareil. Donc c'est bien nous qui produisons ça, donc continuons le travail envers
les femmes, mais aussi envers les hommes, et bien sûr, j'en appellerai de mes souhaits envers tout le monde, et si ça pouvait pas être selon femmes-hommes, mais on n'en est effectivement pas là. Et donc, pour une autre citation de Laura Pétavin, qui a calculé combien coûte la virilité en France, elle dit qu'on aurait tout intérêt à être tous socialisés et éduqués comme des femmes, donc on comprend ce qu'il y a derrière. Donc oui, les coins de ciel bleu. Sur ce qu'on a réussi à avoir récemment, il y a quand même la constitutionnalisation de l'IVG, ça c'est quand même un point important parce que on voit que c'est pas quelque chose qui est acquis. Donc ça c'est important. De voir aussi au niveau de la campagne européenne que vraiment sur un large territoire, beaucoup de monde, donc là en l'occurrence plus d'1 million de personnes sont capables de se mobiliser pour porter une cause au niveau européen. Donc ça aussi, je trouve que c'est vraiment quelque chose de positif. Et après, moi je trouve que le ciel bleu, on l'a vraiment dans le militantisme. Et je trouve que là, en tout cas au niveau local, au niveau sur Brest, il y a vraiment un tissu associatif qui se crée et qui est vraiment solidaire. Et je trouve que de remettre de la joie aussi dans nos luttes, ça c'est hyper important. Et là, c'est vraiment ce qu'on est en train de créer, donc je trouve ça vraiment très chouette. Et peut-être pour terminer, en tout cas moi, pour ma part, justement dans ce coin de ciel bleu, moi je citerai les paroles d'une chanson Thelma et Louise de Solane et Yoa. C'est vraiment, ils veulent nous donner des miettes, mais nous on va retourner la table. Et ça, je trouve que c'est vraiment, c'est un leitmotiv et voilà, cette joie dans le militantisme, c'est vraiment ce qui doit nous pousser à faire toujours un peu plus. Mais comment je peux continuer après ça, moi? Non, t'aurais dû terminer comme ça. Non, j'ajouterais que aujourd'hui, il faut mettre de la joie dans les luttes, mais il y a de plus en plus de personnes qui s'investissent de ces luttes et qui font un aller vers, en fait, vers les associations, vers les personnes pour co-construire. Là, on va vous présenter en sortie un outil qu'on a co-construit avec des étudiantes, je vous en ai parlé tout à l'heure, des étudiantes en licence de droit dans le cadre d'une clinique juridique. Ce sont en fait des étudiants et étudiantes en droit qui font appel à des associations pour évaluer leurs besoins en termes législatifs. Et de ce fait, à partir de ça, il y a un travail de réflexion sur un outil qui pourrait être mis en place pour cette association et aussi pour le plus grand public. Et avec ces étudiantes-là, qu'on remercie encore une fois, elles et nous, on peut mettre au point un outil, un flyer sur l'accompagnement du harcèlement sexiste et sexuel dans les milieux universitaires, dans le milieu des études supérieures, dans lesquels s'appliquent des dynamiques de pouvoir sur lesquelles on ne peut plus fermer les yeux. Donc ce sont des dynamiques qui rendent notre militantisme plein d'espoir, parce qu'on se dit, voilà, à tout âge aujourd'hui, on a en face de nous des personnes qui ont des volontés, des aspirations, qui veulent que ça bouge et que ça change. Et ça, quand même, c'est un gros ciel bleu, bien bleu, sans aucun nuage, à Brest éventuellement. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je vais juste donner aussi, juste avant qu'on passe à vos questions à vous, mes petits coins de ciel bleu aussi. J'ai été mardi 25 novembre au rassemblement à la Place de la Liberté, justement, et j'ai trouvé ce qui était formidable, c'est qu'il y avait plein de jeunes. Et ça, j'ai trouvé que c'était un bel espoir et un très beau ciel bleu. Et aussi, je trouve qu'à Brest, il y a justement, pour parler des associatifs, il y a beaucoup de collectifs, d'associations, d'endroits où on peut aller se renseigner et trouver du soutien. Donc, bien sûr, le planning. Et évidemment, je ne voulais pas terminer cette table ronde sans citer le CIDFF, qui est donc le Centre d'information sur les droits des femmes et de la famille, à Brest, où j'ai mis des petites plaquettes dans l'entrée là que vous pourrez prendre, où c'est vraiment un lieu d'accueil et d'écoute pour tout le monde, d'information juridique, de soutien psychologique, un dispositif qui est dédié aux femmes victimes de violences
et de la sensibilisation aussi aux violences intrafamiliales et sexuelles. Donc à la bibliothèque, on travaille avec eux, mais c'est bien aussi de pouvoir vraiment dire qu'il y a des endroits relais où on peut trouver du soutien et de l'accompagnement. Voilà, donc merci beaucoup pour votre écoute. Maintenant, c'est à vous. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci pour cette super table ronde. Merci à toutes. Le titre de la table ronde, c'était « Femmes, une révolution permanente ». Et on a quand même un système aujourd'hui économique et de production qui profite bien de cette discrimination envers les femmes, envers les personnes racisées, hein, le capitalisme notamment. Moi j'ai en tête par exemple la récupération des luttes, qu'elles soient féministes ou antiracistes, avec dans les années 60-70, on disait aux femmes, l'industrie du tabac disait aux femmes allez-y, fumez, c'est une preuve d'émancipation. Est-ce que, quelle vision vous avez de ça pour les personnes qui veulent intervenir un peu là-dessus, de comment aujourd'hui, comment les femmes sont utilisées aussi en tant qu'objet pour mettre en valeur du capital dans plein d'industries, dans le sport. On a encore des remises de trophées avec des femmes, avec un certain stéréotype de la femme qui vient remettre la médaille aux gagnants. On a encore des concours de beauté qui mettent en compétition les femmes également. Enfin voilà, je pense qu'il faut parler de ce système marchand aussi qui est fait sur le dos des femmes, et cette division qui permet aussi aux dominants de rester en place, quoi. Oui, là, c'est vrai que vous évoquez plutôt le volet femmes comme argument de vente, comme décorum, comme faire valoir à la marchandise, comme donc plutôt l'aspect commercial, on va dire. Mais à la rigueur, même, je dirais que pour ce qui concerne, en ce qui concerne le capitalisme, la manière dont le travail des femmes, dont les femmes participent, on va dire, à la reproduction de ce système, il est même beaucoup plus fondamental, parce que, évidemment, vous savez, justement, c'était toute une tradition marxiste, en fait, du féminisme qui a mis ça en avant. C'est-à-dire, pour que les hommes, pour que la main-d'œuvre aille dans les usines, dans les bureaux, faire tourner les machines, etc., il faut que ces personnes-là, d'abord, elles aient dormi chez elles, mangé chez elles, qu'elles soient nées elles-mêmes. Et toutes ces... En fait, ce qu'on appelle, dans le jargon un peu marxiste, le travail reproductif, faire la cuisine, faire des enfants, s'occuper des personnes après la période de mise au travail, des personnes âgées, etc. Tout ce travail, il est surtout féminin, mais il est essentiel pour le fonctionnement même du capitalisme. Il est même, avant même le salariat, le salariat présuppose en quelque sorte ce travail reproductif qui est souvent gratuit, etc. Donc il y a toute une tradition marxiste qui a mis en avant le fait que voilà, le travail des femmes a un rôle, je dirais même primordial dans la possibilité du capital à valoriser, à exploiter le travail salarial. Donc au-delà du sexisme, je dirais, qui accompagne les publicités, etc., c'est à mon avis même encore plus important à souligner.
pour rebondir sur ce que tu as dit, ce que vous avez dit, le lien en tout cas entre capitalisme et tout ce dont on parle tout à l'heure, encore une fois, ça va main dans la main. Le sexisme, le racisme, la transphobie, le validisme vont main dans la main avec le capitalisme. Et d'ailleurs, on pourrait aussi ajouter quelque chose dont on n'a pas parlé, ça va être tout ce qui va être la dimension de l'écologie. Et voilà, l'écologie féministe, on n'a pas pu parler de tout, mais aujourd'hui, je dirais que le capitalisme exploite tout autant les corps dans leur travail reproductif pour que se passe le travail productif, mais va exploiter les corps comme il va exploiter la terre. Enfin, il y a vraiment la même dynamique, donc c'est aussi dans une perspective intersectionnelle. Les premières victimes du réchauffement climatique vont être des femmes racisées, plutôt pauvres. Donc voilà, on va retrouver cette dimension-là dans les méfaits du capitalisme. Et après, pour revenir sur l'aspect très publicitaire, ça c'est juste pour en rajouter une couche, c'est pas du ciel bleu, mais c'est pour s'outiller. Il y a un groupe qui s'appelle Pépites Sexistes, peut-être certaines personnes connaissent, et si vous voulez un peu déprimer, vous regardez, et en fait ça fait vraiment un catalogue permanent et chaque jour de toutes ces tronçonneuses qui nous sont vendues en mettant une femme nue. Ça c'est pour revenir sur l'aspect très marketing. Et aussi peut-être évoquer aussi à l'inverse comme un peu le greenwashing ou c'est-à-dire que dans le même temps il y a quand même une certaine manière de présenter le féminisme qui va très bien avec les arguments de vente. Voilà, toutes les grandes entreprises du CAC 40, etc. ont aujourd'hui des politiques de promotion de la féminisation des cadres, etc. De la féminisation aussi des conseils d'administration, tout ça, ce qui est, je veux dire, tout n'est pas à jeter, mais quand même il y a un tri très soigneux entre ce qu'on va pouvoir accepter du féminisme, c'est-à-dire peut-être un certain nombre de concessions sur la féminisation des cadres dirigeants, peut-être un petit peu moins de sexisme dans les publicités parce que ça passe un petit peu moins bien que dans les années 80, une certaine, ça fait partie de la modernisation de l'image des grandes entreprises, mais par contre, quand on est en négociation de branche avec les syndicats et qu'il s'agit de relever les échelons salariaux des aides à domicile, de toutes ces travailleuses qu'on a promis d'augmenter après le Covid, cet aspect-là, par exemple, c'est un peu plus difficile à l'obtenir. Donc voilà, alors qu'on a fait, par exemple, notre président Macron, il se déclare féministe, il n'y a pas de problème. Donc même, je dis en termes de valeurs, je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, il y a des affichages qui ne sont pas ceux des années 50, etc. Mais il y a quand même une distinction qui est faite entre ce qui est acceptable, de ce qu'on va prendre, et puis les questions vraiment, comme vous soulevez la question économique, et là, après le Covid, en dépit des promesses, on a une situation vraiment catastrophique pour les infirmières, c'est des situations catastrophiques. Donc de ce point de vue-là, désolée pour le ciel bleu, mais c'est... Et ça, je dirais que c'est important aussi politiquement parce que, vous voyez, on va avoir des élections, il y aura Marine Le Pen, c'est une femme qui va peut-être encore accroître ses scores. Ça peut être d'ailleurs un argument de vente aussi du point de vue d'une partie des électrices aussi, je ne sais pas. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que du coup, si le féminisme ne pointe pas, c'est ce que je disais un peu au début, aussi ces questions sociales brûlantes pour le quotidien très concret des femmes qui subissent de plein fouet, par exemple, les questions d'inflation, puisque souvent, elles gèrent les budgets, donc c'est elles qui vont faire les courses, c'est elles qui voient les prix augmenter, etc. S'il n'y a pas de solution politique pour répondre à ces questions concrètes des femmes
au-delà de la prise en compte des discriminations importantes, etc. Mais je veux dire, cette grande question sociale qui concerne au premier lieu les femmes, alors, en dépit de la vitalité très heureuse des luttes féministes, on n'aura pas les résultats politiques au niveau national. Et ça, c'est un peu l'enseignement de ce qu'on voit aux États-Unis, quand même. Donc il faut absolument, de mon point de vue, que le féminisme lie aussi beaucoup cette question sociale, parce que Trump a gagné des voix chez les femmes dans les classes populaires. C'est ça qu'il faut aussi être conscient de cet aspect-là pour gagner plus globalement la lutte pour les femmes. Voilà. Il y a encore une question, parce qu'après cela va être la fin. Bonsoir à toutes et tous. Moi j'avais une question. Que pensez-vous du masculinisme? Parce qu'on n'en a pas parlé ce soir. Et je trouve que c'est quand même un peu grave. Et du coup, est-ce que sur le terrain, donc aussi des questions pour vous toutes, mais est-ce que vous avez pu remarquer sur le terrain, je sais pas, des dires, ou est-ce que les accompagnements sont modifiés pour adapter au mieux? Enfin, la question est posée à toutes. Je peux tenter une réponse, en tout cas un prémisse de réponse. Le masculinisme, alors c'est un courant auquel nous sommes confrontés effectivement sur le terrain. On parlait tout à l'heure d'âge, mais malheureusement c'est un courant qui est présent dès le plus jeune âge, chez les petits garçons et c'est un courant de pensée qui se traduit sur les réseaux sociaux notamment, auxquels les jeunes ont accès de plus en plus tôt aussi. Pour nous, c'est un véritable enjeu. Je reviens encore sur les interventions scolaires, mais sur les discours qui peuvent éventuellement être entendus par les intervenants et intervenantes et par les enseignants et enseignantes directement, et vus dans les rapports filles-garçons au sein de ces établissements, sur les cours de jeu. Ça, ce sont des discours, et dès lors que ce sont des discours, il faut savoir comment les déconstruire, de quelle manière, les mots sont importants. Et donc c'est toute une problématique aujourd'hui qui se présente même chez les jeunes hommes adultes. Alors nous, on y est confrontés, pas directement sur le terrain hors école, puisque évidemment les personnes qui nous appellent, qui nous contactent ou qui viennent directement nous voir, souvent ce sont des femmes. Mais qui sont victimes, je dirais même du masculinisme au sein de leur famille, au sein de leur couple, au sein de leurs amitiés. Et on essaye d'en discuter, mais nous n'avons pas les personnes concernées face à nous. Et ça, c'est un véritable problème et un enjeu qu'on pourrait travailler, en tout cas en tant que planning aujourd'hui. En tout cas, on en est conscient et consciente. Est-ce qu'on est vraiment conscient et consciente de toute l'ampleur de ce phénomène? Ça, je ne suis pas sûre. Voilà. Une petite dernière. Bonsoir. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous vous appuyez quelquefois sur... parce que là, on voit plein de gens qui travaillent professionnellement sur ces sujets-là, mais il y a aussi le quotidien. C'est-à-dire qu'il y a des gens... Enfin, je pense aux expressions artistiques, notamment la musique, vous l'avez cité, un fragment de chanson. Il y a quand même de plus en plus dans les jeunes aussi, mais pas que dans les jeunes, il y a les comédiens, il y a des acteurs, il y a des poètes, des écrivains, il y a plein de formes artistiques qui sont aussi militants et qui parlent de toutes ces problématiques-là et qui sont médiatisées. Donc c'est un pouvoir de communication et de partage et de compréhension aussi de ces états-là par les expressions artistiques. Et je trouve que c'est intéressant, vous avez cité comme naturellement cette chanson-là, mais il y a énormément de jeunes, d'hommes ou de femmes ou de tous les âges qui entendent ces chansons-là, donc ils ne sont pas insensibles aussi à tout ce qui se passe au niveau artistique. Je trouve que il faut s'appuyer sur ça en fait aussi. Et j'ai regardé sur la médiathèque le film Nos corps sont au champ de bataille, il n'y est pas, donc si un jour vous avez l'occasion de l'acheter, on sera bien intéressé de... Si on peut l'acheter, parce qu'en médiathèque, quand on
achète un film, il faut qu'on achète les droits en même temps. On ne va pas à la FNAC l'acheter. Donc il faut qu'il fasse partie d'un catalogue particulier sur lequel on fait l'acheter. Mais je vais regarder. Parce que je crois que il y a de tout en expression artistique. Il y a aussi du masculinisme, hélas, mais il y a aussi tout un courant de femmes qui s'affirment et qui racontent des histoires simplement où on ne peut que évidemment voir ce qui se passe. Eh ben, merci beaucoup à tous d'être... bon, vraiment, 3 secondes. Hein. Après, le reste nous attend. Hein. Désolé, c'est rapide. Alors, c'est une remarque et une question que j'aime bien faire. Alors, très prochainement, il y aura les élections municipales, donc j'incite vraiment tout le monde, toutes et tous, à se rapprocher, si possible, des listes qui défendent des politiques féministes, parce qu'il faut y aller, il faut se sentir légitime à le faire. Et j'en profite de vous avoir toutes pour vous demander... comment vous imaginez une ville féministe? Quelle politique féministe on peut faire pour la ville? Pour les VSS par exemple, parce que bon, à Brest par exemple il y a la question de la police municipale et de l'accueil des victimes de violences sexistes et sexuelles, et donc bon, ça peut être un sujet spécifique si vous voulez. Waouh! Et en plus la police, ouais. Des grands sous pour le planning. Excusez-moi, j'ai juste une petite remarque. On est en période préélectorale, donc on a un devoir de réserve au sein de la médiathèque. Donc voilà, c'est juste une petite remarque pour dire qu'on ne peut pas aborder tous les sujets, notamment la police, je ne suis pas sûre. Voilà, je tiens à garder mon travail, merci. Pour revenir sur la police, mais pas pour parler de la police, je noterai juste pour information, parce que c'est important, il y a depuis quelque temps un poste qui a été créé au sein du commissariat Colbert sur une intervenante sociale justement qui est présente tous les jours et qui travaille aux côtés des victimes sur les dépôts de plainte, sur les démarches administratives. Donc déjà, si je peux avoir un petit horizon de ciel bleu dans une société féministe, je voudrais qu'il y ait des intervenants et intervenantes sociales qui accompagnent les personnes dans la meilleure des façons, notamment dans ces institutions où il y a besoin de soutien. Je ne peux pas continuer ce propos parce que j'ai trop de choses à dire. Donc, je transmets par la pensée toutes mes volontés d'une société égalitaire et féministe. J'espère qu'elle est reçue par tous vos esprits. Mais merci pour la question en tout cas. Moi, je réagis juste sur la question du devoir de réserve. On a écrit un article dans le Monde diplomatique, vous trouvez dans nos archives, et j'invite tous les fonctionnaires à questionner ces injonctions sur le devoir de réserve qui sont de plus en plus, visent à un peu restreindre la liberté d'expression des fonctionnaires et qui est de plus en plus, sur lequel on insiste de plus en plus. Voilà, donc y compris dans les prises de position, voilà, j'estime qu'il faut être vigilant et que l'expression, en plus nous, personne là n'est fonctionnaire ici, donc moi je ne m'applique pas de devoir de réserve quand je m'exprime dans un lieu public, voilà. Alors moi je ne suis pas dans la politique brestoise, mais si je l'étais, je m'exprimerais, puisque voilà, c'est un lieu public. Mais en tout cas, voilà, il y a des fois, j'invite les fonctionnaires à ne pas, voilà, à se questionner dès qu'on leur parle de devoir de réserve. Est-ce que je peux, excuse-moi, juste pour rebondir sur votre question et en faisant très très court, vous avez dit quelle ville de demain on pourrait avoir. Il faut poser la question aux personnes. Moi j'ai accompagné ce qu'on appelle des marches exploratoires, ça peut porter d'autres noms, mais ça consiste à dire on est un groupe de femmes, d'habitantes, et on va aller dans un quartier, dans un endroit, et se poser des questions. Où est-ce qu'on se sent bien? Où est-ce qu'on se sent pas bien? Par où on passe? À quelle heure? Pourquoi? Comment? De quoi on a envie? De quoi on aurait besoin? Donc,
Voilà, sans aller sur la police, j'ai réussi à le dire quand même, mais ça peut en faire partie, mais de poser la question aux personnes, et je dirais que voilà, globalement, que ce soit pour des questions de sexisme, de racisme, etc., arrêtons de penser à la place des autres et demandons autour de nous, peut-être aux femmes, peut-être aux personnes autres que hétérosexuelles, etc., bah tiens, toi, comment tu vis ça, de quoi tu aurais besoin, qu'est-ce que tu attends de moi, d'avoir cette position-là, voilà, pour répondre à la ville parfaite. Et la campagne parfaite aussi. Eh ben, merci beaucoup. Vous pouvez acheter le numéro de Manière de voir juste en sortant là si vous voulez. Merci.